Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment qu'il y a un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on parle de Adobe et de ses nouveaux outils boostés à l'IA, d'une étude d'Apple qui démontre que les large language models sont plutôt idiots et du rapprochement potentiel entre OpenAI et le gouvernement américain. Et avant de commencer de discuter de tous ces sujets, juste un petit aparté pour vous dire que cet épisode sera un petit peu plus court cette semaine puisque déjà d'un point de vue actualité, il y avait des choses intéressantes mais il n'y avait pas non plus énormément de choses cette semaine. En tout cas d'un point de vue de ce qu'on peut dernièrement avoir en termes de news, où généralement on a pas mal de choses qui arrivent. Et en plus de ça, comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai la voix un petit peu fatiguée et cassée, donc du coup ça va être compliqué pour moi de toute façon de faire un épisode un petit peu long. Donc sans plus tarder, on va commencer par notre première actualité qui concerne le projet World, anciennement connu sous le nom de WorldCoin, qui a été en fait cofondé par Sam Altman. Donc Sam Altman, le PDG actuel de OpenAI, et donc qui poursuit ses ambitions de créer un système global de vérification de l'identité humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce changement de nom annoncé par la startup qui mène ce projet, la startup qui elle s'appelle Tools for Humanity, lors d'un événement à San Francisco, marque l'évolution du projet au-delà de sa mission initiale de crypto-monnaie, en se concentrant davantage sur la vérification d'identité et la confidentialité. Donc c'est vrai qu'au tout début, quand on a entendu parler de ce projet WorldCoin, c'était plutôt au moment où on surfait un petit peu sur tout ce qui était lié aux crypto-monnaies et à tous les usages qu'on pouvait avoir de la blockchain. Donc c'était un petit peu plus sur cette tendance-là, avec pour objectif donc du coup d'avoir un coin qui serait lié justement à l'identité de chacun et qui permettrait de reconnaître chacun. Et donc là, ils sont un petit peu en train de faire un rebranding en simplifiant leur nom et en l'appelant simplement World et en se concentrant un petit peu plus sur la valeur ajoutée, sur l'identification des humains dans un monde où on a plus en plus de contenu généré par intelligence artificielle et en oubliant un petit peu toute la partie qui était liée à la crypto-monnaie, même si derrière, il y a une grande partie du fonctionnement de leur architecture qui se base sur la blockchain et sur des systèmes décentralisés. Donc pour donner un peu plus d'infos, World s'appuie sur l'idée que dans un avenir proche, dominé par des IA avancées, il deviendra difficile de distinguer les humains des machines en ligne. Pour contrer ce défi, World propose des services de vérification basés sur la blockchain et la biométrie via l'Orb, un dispositif de scan rétinien. Donc ce qu'il propose, c'est tout simplement un espèce d'appareil qui va scanner votre rétine et à partir de ça, pouvoir tout simplement identifier de façon unique chaque humain sur la planète et du coup de pouvoir déterminer que c'est bien un humain et non une machine. C'est un petit peu, si on voulait un petit peu grossir le trait, les tests de CAPTCHA qu'on peut avoir quand vous accédez sur un site internet. Parfois vous essayez d'accéder sur un site et il va vous poser la question « Êtes-vous un robot ?» et il va vous demander par exemple de reconnaître une image, de tourner une image dans certains sens, de faire une opération qui est a priori difficile pour une IA. Sauf que aujourd'hui les intelligences artificielles elles évoluent énormément, donc un CAPTCHA qui sort, c'est assez facile entre guillemets de développer un modèle entraîné à travailler uniquement sur ce CAPTCHA. Donc même si c'est quelque chose qui à chaque fois est fait pour essayer de troubler un maximum les intelligences artificielles, il y en a de plus en plus qui arrivent à contrer ces problèmes-là, et donc c'est un souci en soi, puisque c'est difficile de reconnaître quand on est en ligne, sur internet ou autre, de savoir justement si on est face à un humain ou à un robot. Et il y a pas mal de cas où on a vraiment besoin d'être sûr que derrière c'est un humain et pas un robot. Typiquement avec ce système de CAPTCHA qui peuvent protéger certains sites internet d'avoir trop de visiteurs d'un coup. Et donc eux ce qu'ils proposent en World, c'est un petit peu la solution par rapport à ça, c'est donc du coup de scanner la rétine d'un humain pour être sûr, ok c'est un humain, il est identifié, on le connaît de façon unique, et ensuite de créer dans la blockchain une identité numérique liée à ce scan biométrique qui a été fait pour que cette personne puisse ensuite s'identifier sur n'importe quel site internet, n'importe où. Et donc c'est vrai que sur le principe, c'est un projet qui est plutôt logique et qui peut donner envie. Et d'ailleurs, lors de leur conférence, ils ont annoncé plusieurs choses et notamment ils ont annoncé qu'ils allaient faire un nouvel appareil pour scanner les personnes de façon un peu plus précise et qu'ils allaient aussi lancer une application de détection de deepfake. Et c'est vrai que
on en a parlé dans les épisodes précédents pas mal de fois, hein. Aujourd'hui les deepfakes sont très faciles à créer, et bah grâce à cette application de World, hein, bah, on pourrait tout simplement signer avec justement notre signature biométrique, hein, qui serait sur une blockchain décentralisée, donc qui permettrait vraiment de s'assurer que c'est bien nous et pas quelqu'un d'autre, bah, tout le contenu qu'on fait, ou en tout cas s'authentifier sur un site ou autre. Enfin, voilà, ça permettrait de s'assurer qu'on a bien nous et pas quelqu'un d'autre dans ce monde numérique. Sauf que en parallèle, ça lève pas mal de questions d'un point de vue sécurité et d'un point de vue confidentialité, puisque donner toutes ces informations à une entreprise qui est privée, même si elle a un but qui est, il me semble qu'ils ont une partie de leur organisation qui est en association, à but non lucratif, mais bon, on l'a vu, hein, OpenAI à la base c'était une association aussi, et c'est en train de se transformer petit à petit finalement en société à but lucratif, alors qu'à la base c'était une association à but non lucratif, donc voilà, les choses peuvent évoluer, et donc on a quand même ce souci-là de donner vraiment une identité, quelque chose qui est une identité biométrique, hein, qui du coup derrière elle se retrouve sur cette blockchain, ou en tout cas sous-traitée à une autre entreprise, sur laquelle on n'a plus forcément la main, et ça peut être forcément un petit peu inquiétant. Et ça pose pas mal de questions. Donc il y a quand même 7 millions de personnes qui ont accepté de se faire scanner l'œil jusqu'à aujourd'hui, et de faire rentrer leurs coordonnées sur ce nouveau système. Maintenant, je vous pose la question à vous, hein. Est-ce que vous, de votre côté, vous seriez prêt à vous faire scanner l'œil et avoir vos identités biométriques données à cette entreprise pour justement pouvoir facilement être derrière reconnu en tant qu'humain sur les réseaux? Voilà, c'est une question à poser, d'autant plus que si on a cette capacité de distinguer que c'est bien vous, derrière on peut aussi potentiellement vous suivre partout et avoir toutes les informations que vous pouvez faire sur tous les sites. Imaginez à quel point ça pourrait intéresser les publicitaires par exemple, hein, ou même les gouvernements ou autres. Il pourrait y avoir pas mal de cas d'usage qui seraient assez négatifs, donc on verra un petit peu comment tout ça évolue, mais pour l'instant en tout cas la base d'utilisateurs n'est pas suffisamment élevée, je pense, pour que le projet vraiment prenne de l'ampleur, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont toujours en train de travailler là-dessus, et de voir aussi que Sam Altman, il avait quand même déjà, en s'associant je pense dans cette entreprise, envie de résoudre un problème que effectivement on commence à avoir aujourd'hui, qui est de savoir qu'est-ce qui est généré par IA et qu'est-ce qui est généré par un humain, et d'arriver à faire la distinction entre ces deux choses. Ensuite, on a une news qui concerne Sandbox AQ. Donc c'est la startup issue d'Alphabet spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc Alphabet, pour rappel, c'est la holding de Google, hein. Et donc cette startup, elle a pour but de se spécialiser donc dans l'intelligence artificielle et la physique quantique. Elle cherche à lever de nouveaux fonds visant une valorisation de 5 milliards de dollars selon Bloomberg. En février 2023, elle avait déjà levé 500 millions de dollars, atteignant une valorisation estimée à 4 milliards de dollars. Elle a été fondée en tant qu'unité de Google consacrée aux technologies quantiques, et Sandbox AQ se concentre sur les logiciels basés sur la physique quantique en particulier, notamment pour la modélisation moléculaire, et elle collabore déjà avec des partenaires dans divers secteurs, dont les sciences de la vie, la cybersécurité et la navigation. Contrairement à d'autres projets d'IA générative comme ChatGPT, elle développe des modèles quantitatifs large, et non des Large Language Models, donc ça s'appelle des LQM, qui utilisent des équations pour générer des données précises. Sandbox IQ a conclu plusieurs contrats, notamment avec l'US Air Force pour des systèmes de navigation sans GPS, et avec des hôpitaux pour un nouveau système d'imagerie cardiaque. Donc voilà, on verra un petit peu ce que cette startup pourra donner dans le futur. Aujourd'hui, c'est plutôt des usages qui sont destinés à des gouvernements, ou en tout cas à des grandes entreprises, mais voilà, je serais curieux de savoir un petit peu plus ce qu'ils font en détail, et j'essaierai de me renseigner à l'occasion, puisque c'est en découvrant cette news que j'ai découvert cette startup de Google que je ne connaissais pas. Mais bon, quand je vois ce que DeepMind sont en train de faire en termes de recherche sur l'intelligence artificielle, je me dis que ça pourrait être intéressant de voir aussi ce que cette startup propose, et de voir si justement leur système de LQM permet aussi des usages de l'intelligence artificielle un petit peu plus modernes et intéressants, et qui permettent peut-être de surpasser les faiblesses que peuvent avoir les large language models qu'on a aujourd'hui. La prochaine news ensuite nous vient de la relation entre OpenAI et Microsoft, qui a priori serait en train de se dégrader légèrement d'après un rapport du New York Times. Ce refroidissement est dû à des tensions financières liées au manque de puissance de calcul fourni par Microsoft et à des accords sur certaines règles de gouvernance. Donc a priori, dans les accords que OpenAI avait avec Microsoft, il y avait des accords pour lesquels Microsoft devait fournir une certaine puissance de calcul à OpenAI, et je le répète à chaque fois,
le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle, c'est la puissance de calcul d'un côté et les données de l'autre côté. Et donc forcément, si Microsoft ne remplit pas sa part du contrat en fournissant une bonne quantité de données à OpenAI, et ben forcément ça peut être un sujet de tension dans leur partenariat. Et donc un aspect intriguant de leur contrat qu'ils ont ensemble, c'est une clause qui pourrait couper l'accès potentiellement de Microsoft à la technologie d'OpenAI. Et cette clause, en fait, elle mentionne que si jamais OpenAI atteint le niveau d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une IA capable de rivaliser avec l'intelligence humaine, eh ben, ils peuvent tout simplement stopper le contrat. Sauf que forcément, cette définition de l'intelligence artificielle générale, elle est très subjective, elle n'est pas vraiment très bien définie. Et donc, potentiellement, ce serait une possibilité pour OpenAI de pouvoir sortir du contrat qu'ils ont avec Microsoft. Donc voilà, on verra un petit peu comment tout ça se évoluera et si les tensions ne sont que temporaires ou autres. De toute façon, il y a toujours de grands tumultes avec l'entreprise OpenAI, il y a toujours pas mal de sujets sur cette dernière en matière de gouvernance, mais en tout cas c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'ils ont rajouté cette clause et qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle générale c'est toujours très compliqué et très peu tangible, et qu'on pourrait très bien se dire que le modèle qu'on a eu récemment O1, sur certains types de questions il a une intelligence qui est égale à celle d'un humain, mais bon c'est sur des questions très précises, et puis si on pose des questions un petit peu à côté de ça, d'un seul coup tout ça s'effondre, donc jusqu'à où le modèle doit émuler l'intelligence humaine, à partir de quand on se dit que sur ce point-là, ok, là il est en dessous, mais sur tous les autres il est au-dessus, et voilà, comment on peut définir tout ça, c'est pas simple, et donc forcément, ça peut être un petit peu une porte de sortie pour OpenAI. Ensuite, on a une news qui nous vient du réseau social X, anciennement Twitter, qui a mis à jour sa politique de confidentialité pour autoriser des tiers à utiliser les données des utilisateurs afin d'entraîner leur modèle d'IA, à moins que ces derniers ne choisissent de s'y opposer. Bien que le propriétaire Elon Musk ait déjà utilisé les données de X pour entraîner l'IA Grok de XAI, donc c'est leur propre modèle, leur propre large language model, cette nouvelle politique élargit cette possibilité aux partenaires externes. La nouvelle section collaborateurs tiers précise que selon les paramètres des utilisateurs, des tiers peuvent accéder à leurs informations pour des utilisations indépendantes, y compris l'entraînement de modèles d'IA. Les utilisateurs peuvent théoriquement désactiver ce partage dans leurs paramètres, mais la mise à jour ne sera effective qu'à partir du 15 novembre 2024. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur vos réglages de Twitter, si jamais vous avez encore un compte Twitter, ou enfin de Twitter X, et de vérifier que ce réglage n'est pas activé, même si j'ai pas réussi à retrouver l'info dans la news, mais je pense que par défaut, pour les utilisateurs européens, c'est quelque chose qui est désactivé, car si c'était activé, ça ne respecterait pas l'AI Act, et je pense que là-dessus, X essaye de suivre en tout cas la législation européenne, donc je pense que là-dessus, de notre côté, on n'aura pas de soucis. N'empêche qu'on a eu un peu plus d'infos là-dessus, c'est qu'ils ont aussi en même temps rajouté une clause dans leur contrat qui indique une amende si des personnes essayent de récupérer le contenu de Twitter X pour entraîner un modèle d'IA. Et donc là, ils ont mis une amende de $15 000 par million de posts consultés, collectés en 24 heures. Donc c'est un petit peu bizarre d'avoir une amende si précise, rédigée dans leurs conditions d'usage. Mais en tout cas, voilà, ça interdit du coup la possibilité à d'autres entreprises de scanner le contenu de Twitter, et par contre ça donne la possibilité, en tout cas ils vont vendre cette possibilité à d'autres entreprises, de scanner le contenu de Twitter pour entraîner un modèle. Donc peut-être que c'est des choses qu'on verra apparaître sur des concurrents de OpenAI, je pense par exemple à Claude de Anthropic. Ça m'étonnerait que ce soit quelque chose auquel OpenAI aurait accès, puisque OpenAI et Elon Musk, c'est une histoire où il y a eu pas mal de problèmes, et aujourd'hui Elon Musk il est plutôt du côté de faire des procès à OpenAI, et plutôt côté conflit que dans, je pense, le côté partenaire. Il est plutôt en train d'essayer de les concurrencer, donc je pense pas qu'il leur donnera cet accès, mais par contre peut-être qu'il y a des concurrents, ça pourrait être une chose qu'on verrait. Donc en tout cas, comme d'habitude, vérifiez vos conditions sur votre compte si vous en avez un, et voilà, c'est quelque chose à garder en tête, puisque forcément
chaque entreprise qui a des données sur vous va probablement vouloir passer le cap de l'IA à un moment donné. On en avait parlé il y a quelques épisodes avec Doctolib qui pareil voulait commencer maintenant à entraîner leurs modèles sur les données de leurs utilisateurs. Donc allez toujours faire un petit tour de temps en temps sur vos réglages de confidentialité sur vos comptes. Ça vous permettra de vérifier que voilà, il n'y a pas eu une nouvelle chose qui a été activée sans votre consentement avec l'utilisation de vos données pour entraîner des modèles d'IA. Ensuite, on a des news de la start-up française Mistral, qui a dévoilé ses premiers modèles d'IA générative conçus pour fonctionner sur des appareils locaux comme les ordinateurs portables, les téléphones, et donc ces modèles ils sont baptisés les Ministro. Cette nouvelle famille de modèles inclut le Ministral 3B et le Ministral 8B, capables de traiter des textes longs jusqu'à l'équivalent d'un livre de 50 pages grâce à une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens, donc ce qui nous fait une fenêtre assez conséquente, qui est souvent d'ailleurs le standard des plus gros modèles. Ces modèles sont destinés à des applications variées, comme la traduction locale, les assistants intelligents sans connexion internet et la robotique autonome. Le modèle Ministral 8B est disponible dès maintenant pour des fins de recherche, tandis que les licences commerciales sont nécessaires pour un déploiement complet. Mistral affirme que ces modèles surpassent des concurrents comme Llama et Gemma sur plusieurs critères d'évaluation. La start-up parisienne, cofondée par des anciens de Meta et Google DeepMind, cherche à rivaliser avec les leaders du secteur tout en proposant des solutions plus légères et adaptées aux appareils Edge. Donc ça, de toute façon, c'est une tendance qui va de plus en plus se développer. C'est aussi ce qui va arriver avec l'arrivée de Apple Intelligence sur les iPhones, c'est d'avoir des modèles embarqués locaux qui sont beaucoup moins performants que les gros modèles auxquels on peut avoir accès comme ChatGPT ou comme Claude, où on a des modèles vraiment très avancés qui nécessitent du coup aussi une certaine puissance de calcul, et on va avoir des modèles beaucoup plus petits et compacts qui eux vont pouvoir être utilisés sur des téléphones. Donc voilà, c'est je pense une très bonne chose, ça nous permettra d'avoir des petits assistants connectés, et je pense qu'il va y avoir plein d'usages qui vont apparaître petit à petit d'ici, je pense 6 mois, 1 an, on va voir des choses qui vont apparaître un petit peu dans tous les sens, avec Apple Intelligence qui va démarrer, mais je pense que il va y avoir des équivalents sur Android, il va y avoir aussi des équivalents, je pense, développés par des tiers, donc on va avoir, je pense, des choses assez intéressantes, surtout en matière de petits assistants locaux sur les téléphones. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de là-dessus qui va vraiment émerger. Ensuite, on a une news qui concerne Dan Stuckey, qui est l'ancien CISO de Palantir. Alors CISO, c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc celui qui est responsable de toute la cybersécurité globalement. Et donc, Palantir, c'était une startup qui était très proche du gouvernement, enfin en tout cas qui était réputée pour ses contrats gouvernementaux, et donc il a rejoint OpenAI en tant que nouveau CISO, donc en tant que nouveau responsable de la cybersécurité. Il travaillera aux côtés de Matt Knight, responsable de la sécurité chez OpenAI, et donc il a annoncé son nouveau rôle sur Twitter X en exprimant son enthousiasme pour cette mission de protéger les utilisateurs d'OpenAI et de contribuer au développement d'une intelligence artificielle générale sécurisée. Donc en soi, plutôt bonne nouvelle, mais pourquoi je vous donne cette nouvelle qui, a priori, n'est pas très importante ? C'est parce que je trouve que ce lien avec cet ancien CISO qui était chez Palantir, qui était quand même une entreprise très proche du gouvernement, et le fait aussi qu'il y a récemment eu le responsable qui était Paul Nakasone, qui était l'ancien directeur de la NSA, qui est rentré dans le conseil d'administration de OpenAI, tout ça montre qu'il y a quand même un fort rapprochement entre OpenAI et le gouvernement américain. Et jusque-là, rien de très étonnant. Les deux plus grandes startups en matière de valorisation aujourd'hui, c'est SpaceX et OpenAI en deuxième position. Et forcément, c'est marrant parce que c'est deux startups qui ont des intérêts très très importants pour le gouvernement américain. SpaceX forcément avec le spatial, etc. Et OpenAI, toute cette évolution avec l'intelligence artificielle, c'est aussi un véritable intérêt pour le pays. Et donc, je suis pas étonné qu'il y ait certains postes, certaines personnes qui aient des liaisons proches avec le gouvernement qui soient intégrés à OpenAI et qui aient des rôles importants dans cette entreprise. Même si pour l'instant, forcément, ça reste une entreprise privée et libre, mais c'est quelque chose à garder en tête quand on se sert de OpenAI, enfin de ChatGPT, c'est que les données, elles restent du côté d'OpenAI, et il y a quand même toujours un risque pour que ces données un jour soient récupérées ou qu'elles soient utilisées entre guillemets contre notre gré ou autre.
Donc voilà, même si c'est un outil hyper utile et vraiment magnifique entre guillemets quand on s'en sert vraiment bien et quand on s'en sert sur ses points forts, il faut garder en tête qu'il y a quand même cet aspect données privées qui est toujours un petit peu compliqué et cet aspect où c'est une entreprise qui garde des liens importants avec un gouvernement, en particulier le gouvernement américain. Donc toujours un défaut entre guillemets qu'on peut avoir, contrairement au modèle open source. Donc voilà, si c'est quelque chose aussi auquel vous êtes sensible, n'hésitez pas à utiliser des modèles qui sont plutôt des modèles open source, qui sont peut-être pas forcément les modèles les plus performants, mais qui au moins vous assureront une certaine vie privée en tout cas, ou respect en tout cas de votre vie privée. Ensuite, on a une news qui concerne Google qui a annoncé un partenariat avec la start-up nucléaire Kairos Power pour construire 7 petits réacteurs destinés à fournir environ 500 MW d'électricité sans carbone à ces centres de données d'ici 2030. Ce projet vise à répondre à la demande croissante d'énergie des centres de données et des applications d'IA. Ce calendrier optimiste fait de Google l'une des entreprises technologiques aux côtés de Microsoft et Amazon à se tourner vers l'énergie nucléaire. Kairos utilise une technologie innovante de réacteurs refroidis par sel fondu, mais la mise en œuvre des réacteurs modulaires reste un défi technique et économique, d'autant plus que l'industrie nucléaire se heurte à des obstacles liés à l'acceptation publique et aux coûts qui sont actuellement bien supérieurs à ceux de l'énergie éolienne ou solaire. Donc Kairos, c'est vrai que c'est une start-up assez intéressante qui a pour objectif de faire des petits réacteurs nucléaires qui seront beaucoup moins puissants que ce que peut produire une centrale nucléaire, mais du coup qui seraient aussi plus faciles à mettre en place et qui pourrait peut-être être plus rassurant d'un point de vue sécurité pour les personnes, puisque si entre guillemets il est plus petit, peut-être aussi que le risque lié à ce réacteur en cas d'explosion, d'emballement ou autre serait plus faible. J'ai pas suivi en détail ce qu'ils faisaient, je sais que j'ai entendu parler de cette startup il y a déjà pas mal d'années, je crois que voilà, pour l'instant ils n'ont pas encore de cas concrets de réacteurs en fonctionnement, c'est quelque chose qui plutôt a pour projet d'arriver. Mais j'essaierai de regarder ça un peu plus en détail. Mais voilà, en tout cas, on en avait parlé avec Microsoft qui avait fait un partenariat pour relancer une centrale nucléaire. Là, on voit que Google, de leur côté aussi, c'est un sujet qu'ils regardent, puisque ils vont avoir besoin de pouvoir utiliser de l'énergie décarbonée. Et le nucléaire est aujourd'hui l'une des meilleures alternatives qu'on puisse avoir, puisque effectivement, les énergies renouvelables, c'est une bonne chose, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas encore très facile à contrôler en termes de puissance ou autre. Voilà, typiquement le solaire, c'est difficile de pouvoir avoir une énergie continue grâce à ça. Forcément, les panneaux la nuit ils ne fonctionnent pas. Donc comment on fait pour que les data centers ils continuent de fonctionner 24 heures sur 24? Et c'est là où le nucléaire, c'est une solution qui est assez adaptée. Et je suis pas étonné du coup de voir toutes ces entreprises qui ont pour but d'avoir un bilan carbone neutre en 2030 se tournent vers le nucléaire. Ensuite, on a une news qui concerne Apple, qui a publié une nouvelle étude qui a été menée par 6 ingénieurs d'Apple et qui révèle que les capacités de raisonnement mathématique des grands modèles de langage, donc des large language models, sont fragiles et peu fiables face à des modifications mineures des problèmes standards utilisés comme benchmark. Donc l'étude intitulée GSM symbolique montre que même des changements apparemment triviaux dans les noms ou les chiffres d'un problème peuvent entraîner des baisses significatives de performance pour ces modèles, soulignant qu'ils se basent davantage sur la correspondance probabilistique de modèles plutôt que sur une véritable compréhension logique. De plus, l'introduction de détails sans importance appelés leurres a conduit à des baisses catastrophiques de précision, certains modèles voyant leur taux de réussite chuter de plus de 65%. Cela met en évidence les limites des LLM qui tentent de répliquer des schémas de données vus lors de l'entraînement sans réellement comprendre les concepts sous-jacents. Donc voilà, l'objectif de l'étude c'était de montrer que les LLM n'ont pas de véritable fonctionnement de réflexion. Et bon, pour faire ça, ils ont pris des tests assez basiques de logique, où par exemple on va dire que, je sais pas moi, Paul a 10 billes, puis il en donne 3 à Marcel, puis il y a Pauline qui lui en donne 5, et ensuite il peint la moitié de ses billes en vert. Donc là, dans cet énoncé, le fait qu'il ait peint la moitié de ses billes en vert, c'est une information qui sert à rien, c'est ça qu'ils appellent un leurre. Et donc en rajoutant ce genre d'information-là dans l'énoncé, ou en changeant tout simplement les prénoms, comme je viens de le faire là, donc j'ai parlé de Paul, de Pauline, bref, en mettant des prénoms différents, donc juste en changeant ça, sans changer le reste de l'énoncé, il se trouvait que les performances des large language models étaient vraiment dégradées. Donc en changeant juste les noms
elles étaient dégradées de 30% à peine 5% pour les meilleurs modèles. Et par contre, quand ils faisaient des gros changements comme rajouter des leurres, donc comme je l'ai fait en disant qu'à la fin, la moitié des billes, il les a peintes en verte, là par contre, il y avait des très grosses chutes qui pouvaient donc descendre jusqu'à 65%. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est pas très rassurant, mais en même temps, on sait que les larges angles modèles, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est une approche probabilistique qui va essayer de deviner le prochain mot. Donc forcément, si le problème, il l'a vu tel qu'énoncé dans un contexte, je sais pas moi, dans un livre de maths ou autre, et que ça fait partie de ses données d'entraînement, forcément il va connaître la réponse. Et si on commence à modifier des choses de l'énoncé, forcément ça va plus faire ce lien avec les données d'entraînement sur lesquelles il a été entraîné, et donc du coup la réponse elle va être fausse. Mais ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que plus on prenait un modèle avancé, donc par exemple les GPT-4 ou GPT-4o ou GPT-O1, moins la dégradation était importante. Et c'est là où je me dis que d'un côté l'étude de Apple elle montre un petit peu ce qu'on savait déjà, que les larges langages modèles, si on leur pose des questions un petit peu compliquées et qu'on leur pose des questions sur des données sur lesquelles ils sont pas entraînés, ils nous racontent un peu n'importe quoi et ils sont pas capables de faire les calculs. Par contre, ça montre aussi que si on prend les modèles les plus avancés, ils arrivent quand même à le faire, et que même en changeant un petit peu le contexte, ils arrivent quand même à trouver la réponse, même s'il y avait une perte de performance. Je crois que pour le modèle O1, c'était de l'ordre de 10% à peu près qui était là, mais ce qu'ils ont aussi expliqué dans leur recherche, c'est que si on redemandait ou on reposait la question au modèle, il arrivait souvent à corriger lui-même son erreur. Donc du coup, si vous utilisez souvent des larges langages modèles et que vous voulez vraiment tirer une bonne réponse de leur part, n'hésitez pas à leur poser une première fois, leur demander de faire le calcul, et ensuite peut-être d'essayer de refaire le calcul, de revoir le calcul différemment, de reprendre le calcul du début. De toute façon, avoir ce processus un petit peu itératif où quand on génère quelque chose avec ChatGPT ou autre, on lui demande ensuite de le réécrire, de le refaire, de réécrire la chose d'une manière un petit peu différente, d'essayer de voir s'il ne manque pas des choses. Ce genre de choses-là, c'est des très bonnes pratiques pour avoir des meilleurs résultats avec n'importe quel large langages modèle. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, puisque même cette étude montre aussi que c'était une des techniques qui permettait derrière au modèle de retrouver les bonnes informations. Et enfin, pour conclure cette section de news, on va parler de la conférence Adobe Max, donc Adobe ou Adobe, en fonction de comment vous le prononcez. Donc là, cette semaine, ils ont eu une très grosse conférence où ils ont montré pas mal de choses sur tous leurs nouveaux outils. Et donc je voulais vous parler juste de quelques-uns des outils qu'ils ont présentés, qui présentent vraiment des fonctionnalités d'intelligence artificielle très avancées et qui vont arriver du coup très prochainement dans les logiciels de la suite Adobe. Donc le premier, il s'appelle Project Remix, et donc ça c'est plus pour la partie Illustrator. Donc Illustrator, c'est l'application qui vous permet de faire de l'imagerie en vectoriel, donc des logos, des flyers, ce genre de choses là. Et donc ça permet tout simplement de transformer un dessin. Donc on dessine quelque chose, admettons on dessine une affiche, on écrit avec un petit texte stylisé ce qu'on veut, etc. Donc dans l'exemple, il faisait une affiche pour une fête d'Halloween en mettant les détails, la date, etc. On la scanne, on l'envoie directement sur cet outil Project Remix, et lui il l'a converti en un projet vectoriel complet où on a toutes les infos, la police d'écriture avec le petit style, si on a fait des destins en vectoriel qui sont refaits complètement, et du coup avec ça c'est beaucoup plus simple d'avoir une base de travail pour derrière faire son affiche. Et l'autre fonctionnalité hyper intéressante, c'est qu'une fois que cette affiche est faite, on peut la modifier en termes de taille, on peut l'affiner, on peut l'élargir, on peut changer complètement le rapport, par exemple pour faire une bannière sur je sais pas moi, LinkedIn par exemple, et avoir aussi un format 1 par 1 pour, je sais pas moi, un post carousel sur Instagram. Et derrière, il va régénérer complètement l'image en gardant tout ce qu'il faut, mais en replaçant les choses pour que tout garde les bonnes proportions et qu'on récupère toutes les informations, mais sur un autre format. Et ça, en un clic, donc ça, c'était hyper impressionnant. Ensuite, ils avaient un autre projet qui s'appelait le Project Hi-Fi, qui lui fonctionne comme un add-in de Photoshop, qui va tout simplement vous permettre, à partir pareil d'un dessin ou d'une photo, de réimaginer complètement des objets. Donc ils ont donné dans l'exemple quelqu'un qui faisait un design d'une pièce. Donc il y avait une photo d'une pièce vide sur le côté gauche, et sur le côté droit, il y avait tout simplement une photo d'une image complètement remplie. Je vous avais déjà parlé d'outils qui étaient capables de faire ça, donc je crois que c'était Room GPT, si je dis pas de bêtises, qui arrive justement à faire ce genre de choses là, sauf que là le contrôle était beaucoup plus fin. On pouvait créer un meuble, créer un canapé, créer ce qu'on voulait, et ça permettait
de vraiment agencer la pièce comme on le voulait. Donc ça c'est super intéressant, je pense que ça intéressera pas mal de personnes, ceux qui font de la rénovation dans l'immobilier ou autre. C'est un outil qui peut vous permettre justement de faire des rendus grâce à l'IA comme vous le souhaitez, qui sont assez précis, contrairement à ce que proposent aujourd'hui des applications comme RoomGPT qui permettent d'avoir une petite projection mais où on peut pas avoir un contrôle fin des choses. Et ensuite, ils avaient un autre projet qui s'appelait le projet Supersonic, et donc lui, il permet tout simplement de faire de la génération de son à partir d'une vidéo. Donc, vous lui montrez une vidéo, par exemple, d'une forêt, avec, je sais pas moi, voilà, un plan continu avec une rivière qui coule dans la forêt, et à partir de cette vidéo-là, il va générer le son de la forêt avec le petit bruit des oiseaux, le petit bruit de l'eau qui coule. Donc ça, c'est super impressionnant. Je pense que pour les personnes qui font du montage vidéo, ça va leur simplifier la vie, ça va leur éviter d'aller chercher des manques de son à gauche à droite. Là, le son il est directement généré, et ils ont aussi montré que on peut avec cet outil sélectionner un sujet et animer le son de ce sujet. Donc dans l'exemple c'était un vaisseau spatial qui décollait, et donc le logiciel est capable de détecter automatiquement l'objet important de la séquence et de lui donner un bruit dédié. Et après encore une autre démonstration qui était hyper intéressante, il montrait une animation de 2 personnages en 3D qui étaient 2 monstres qui se grognaient l'un sur l'autre, et donc là la personne a été tout simplement capable d'imiter le grognement pour avoir la bonne synchro au moment où on voulait avoir des grognements, et à partir de ça générer des vrais grognements. Et donc enfin voilà, ça nous donne un petit peu une idée, entre guillemets, vous allez pouvoir imiter les bruits et les bruitages que vous voulez sur votre vidéo, et avec ce logiciel d'Adobe, il va tout simplement à partir de vos imitations de bruitage vous faire un super audio. Donc ça je trouve que c'est un outil assez impressionnant, et je pense qu'il pourrait être utile à pas mal de monteurs. Ensuite, ils ont présenté le Project Scenic, qui lui permet de générer des objets 3D d'une scène et ensuite de pouvoir les déplacer et les moduler pour ensuite générer une image. Donc ça ressemble un petit peu au Project Hi-Fi, mais c'est fait un petit peu de façon différente. Cette fois-ci, vous commencez par lui donner des indications. Donc par exemple, je veux que tu me mettes 3 tentes autour d'un feu de camp dans une forêt. Et donc là, il va générer en 3D un petit feu de forêt, des tentes, une forêt qui va autour. Et vous allez pouvoir déplacer tous les objets qui sont dans cette scène. Vous allez ensuite pouvoir déplacer votre cadre, zoomer un peu plus sur le feu de camp, dézoomer, rajouter peut-être une tente, faire une prise de vue par le dessus, enfin voilà, comme vous voulez, et à partir de cette espèce de vue 3D, générer une image IA. Donc voilà, ça vous permet vraiment de moduler les choses, et donc ça c'est pareil, on pourrait l'imaginer pour générer un espace dans un appartement ou autre, où on pourrait déplacer les objets pour avoir la photo qu'on veut exactement, avec le canapé qui va au bon endroit, avec voilà tout ce qu'on veut au bon endroit. Et ça marche avec aussi un 3e projet qu'ils ont présenté qui s'appelait Project Scenic. Et donc c'est un petit peu à chaque fois la même feature qui est présentée, mais de façon un petit peu différente, où là ça vous permettait à partir cette fois-ci d'un dessin en 2D de générer quelque chose du coup qui serait voilà pareil, une photo en IA, et tout simplement dans la démonstration ils prenaient des dessins, donc un petit dessin de canapé, un petit dessin de plante, etc. Et en live, en déplaçant les objets sur une vidéo qui a été ensuite envoyée à Photoshop, et bien Photoshop pouvait générer en live une image IA de tout ça en replaçant les bons objets au bon endroit. Donc je pense que voilà, pour toutes les personnes qui font un petit peu des rendus en images un peu réalistes et qui étaient un petit peu déçus par ce qu'on peut faire aujourd'hui en génération d'images par IA, où en fait souvent on n'a pas le contrôle exactement qu'on veut, et Photoshop va permettre d'avoir ce contrôle fin sur la génération de toutes ces images là. C'est des outils qui étaient déjà existants d'une certaine façon. Donc en outil open source, on avait par exemple ControlNet qui fonctionne avec Stable Diffusion, qui nous permettait justement d'avoir un certain contrôle sur les images. Mais bon, c'est des choses qui étaient compliquées à installer, qui sont compliquées à utiliser, qui demandent aussi une certaine puissance de calcul. Donc voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Là, maintenant, avec Photoshop, je pense que ce sera bien plus efficace et bien plus simple. Et la dernière feature, ce que j'ai vraiment trouvé hyper impressionnante, surtout que moi, de mon côté, j'ai une très faible maîtrise de Photoshop, ça s'appelait le Perfect Blend. Et donc là, ça permet tout simplement de faire des photomontages, des collages de photos. Donc on prend une photo d'une personne, et on prend un fond, et on fusionne les deux, et en fait, l'intelligence artificielle va automatiquement adapter la lumière, le jeu d'ombre, etc., pour qu'il y ait tout simplement une fusion indiscernable entre la photo qu'on a prise et le fond qu'on lui a donné, et on peut mélanger plusieurs personnes, plusieurs fonds, enfin c'est hyper impressionnant. Ça permet tout simplement de faire du patchwork, de mettre votre tête, je sais pas moi, vous mettez avec un feu de camp derrière vous, et ça va adapter, on va voir que la lumière elle va être rouge, vous allez avoir un effet d'ombre, etc. Et ça va être fait, super bien fait, vraiment, quelque
quelque chose qui aurait demandé des heures et des heures de boulot et une très très bonne maîtrise de Photoshop pour pouvoir regérer les ombres, etc., regérer le teint de peau pour qu'il soit adapté au teint de la lumière, etc. Enfin voilà, des heures de taf. Là, c'est fait en un clic avec cette IA et avec un rendu qui était très impressionnant. Donc voilà, c'est de toute façon, Adobe, ils sont en train d'intégrer énormément d'outils petit à petit dans leur suite de logiciels, et c'est vrai qu'ils sont assez à jour sur l'intelligence artificielle, et même si leur IA, notamment de génération de photos, c'est pas la meilleure, et ben vu qu'elle est tellement bien intégrée à Photoshop, elle permet d'avoir au final des résultats qui sont très bons. Donc je pense que là-dessus, ils ont encore un très bon avenir. Et ils ont aussi annoncé à cette même conférence leur modèle de génération de vidéos, mais il me semble qu'on en avait déjà parlé il y a quelques épisodes, puisqu'ils avaient déjà commencé à discuter de ce modèle, et voilà, c'est le modèle de génération de vidéos qui devrait arriver de leur côté, et qui est exclusivement entraîné sur du contenu dont Adobe a les droits, et donc on est sûr en utilisant ce modèle qu'on respecte les droits d'auteur, et qu'on n'a pas utilisé un modèle qui ne respecte pas ces derniers. Ok, et pour conclure ce podcast, on va passer du coup à l'IA de la semaine. Et donc cette semaine, j'ai plusieurs outils à vous présenter. Donc le premier, c'est tout simplement ChatGPT pour Windows. Donc il y a une application qui existe pour Windows maintenant. Elle existait pour Mac et elle existait aussi sur les téléphones, Apple et Android. Et maintenant, elle est aussi disponible sur Windows, donc si jamais vous êtes un utilisateur Windows, je vous conseille de l'installer, si vous êtes un utilisateur fréquent de ChatGPT, ce sera un peu plus simple plutôt que d'aller sur leur site, et ça vous permettra notamment d'avoir certaines fonctionnalités un petit peu plus faciles d'accès, comme envoyer des screenshots à ChatGPT ou ce genre de choses-là, qui seront plus faciles du coup via l'application. Ensuite, l'application suivante, ça s'appelle F5TTS pour Text to Speech. Et donc qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle open source qui vous permet de générer tout simplement de la voix. Donc vous pouvez cloner une voix, cloner la voix d'une personne à partir de uniquement quelques secondes. Il suffit de 10 secondes de voix pour pouvoir cloner la voix d'une personne. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ça permet de faire pas mal de choses en fait qui sont plutôt faciles habituellement, qui sont accessibles plutôt habituellement via des applications payantes comme Eleven Labs, sauf que là vous pouvez le faire de façon gratuite, totalement open source. Donc pour ce faire, il suffit d'installer l'application Pinocchio. Donc Pinocchio, j'en ai déjà parlé dans quelques épisodes, mais je vous redonne vraiment cette application, elle est hyper utile. C'est une application qui est disponible sur Mac et sur Windows et qui tout simplement vous permet d'installer des intelligences artificielles qui utilisent des modèles open source en local sur votre machine. Donc forcément, ça va dépendre de votre machine. Si vous avez un ordinateur portable pas très puissant, qui est un petit peu ancien, ça va peut-être avoir un petit peu de mal. Donc là, en l'occurrence, on est sur un modèle audio, donc généralement l'audio, ça demande quand même moins de puissance de calcul que l'image. Donc vous devriez pouvoir vous en sortir même avec un ordinateur qui est pas trop puissant, et donc ça va vous permettre d'installer un large language model comme Llama par exemple, mais aussi des projets comme celui-ci, donc qui s'appelle F5TTS et qui vous permet du coup de générer de la voix. Alors petit bémol, je l'ai essayé de mon côté, donc qui permet de faire pas mal de choses. On peut même générer un podcast avec plusieurs voix, etc. Sauf que pour l'instant ça ne marche que en anglais. J'ai essayé de le faire fonctionner en français et ça ne fonctionne pas du tout. On a une espèce d'énorme accent, on comprend plus du tout ce qu'il génère. Mais voilà, c'est quelque chose qui devrait arriver, j'imagine, dans d'autres langues prochainement. Et en tout cas là, c'est un modèle qui est très puissant en anglais, et ça nous ramène aussi encore une fois à ce que je disais la semaine dernière sur les deepfakes. On a des outils comme Deep Live Cam qui permettent de faire des deepfakes vidéos qui sont très faciles d'accès, puisque c'est pareil, c'est des logiciels qui sont open source. Et donc typiquement Deep Live Cam, vous pouvez aussi l'installer avec Pinocchio, mais encore une fois, il faut que vous ayez une carte graphique de la marque Nvidia et qu'elle soit suffisamment puissante pour faire fonctionner tout ça. Et vous pouvez aussi derrière maintenant utiliser des outils comme F5TTS pour aussi cloner la voix. Donc même si pour l'instant il y a des limites, par exemple ça ne fonctionne qu'en anglais, on peut générer très facilement maintenant un deepfake audio et vidéo avec ce genre d'outils. Et voilà, au final, en quelques clics, on n'a même pas forcément besoin d'être hyper connaisseur pour installer tout ça. Et ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, c'était par rapport à Notebook LM. Donc Notebook LM, c'est toujours un petit peu mystérieux, je veux bien vos retours là-dessus. Il y a des personnes qui me disent qu'ils arrivent à y accéder sans VPN, d'autres qui me disent qu'ils ont dû utiliser un VPN pour y accéder. Moi je sais que maintenant j'ai plus besoin de VPN pour y accéder, mais peut-être que je l'ai fait sur la première inscription au moment où j'ai lancé la première fois Notebook LM. Mais en tout cas, voilà, si vous y avez accès, déjà je vous conseille vraiment, c'est une super application qui vous permet donc du coup d'envoyer toutes vos infos, vos notes, vos documents, des vidéos YouTube, etc., de condenser tout ça dans une espèce de note
hyper intelligente qui va pouvoir vous résumer les informations à laquelle vous allez pouvoir poser des questions sur un sujet, etc. C'est vraiment un super outil. Et donc Notebook LM, il avait une fonctionnalité qui permettait de faire un petit podcast à partir du coup des informations que vous lui donnez. Donc vous lui envoyez une vidéo, et vous lui demandez de faire un résumé sous forme de podcast. Et je vous l'avais déjà fait tester, je vous l'avais déjà fait écouter dans un épisode, et je l'avais fait avec du coup le mode par défaut, qui du coup est avec des voix en anglais. Sauf que ils ont rajouté une fonctionnalité dans cette version de génération de podcast. Vous pouvez maintenant lui donner un prompt pour lui donner plus d'indications sur ce que le modèle doit résumer, est-ce qu'il doit se concentrer sur certains sujets ou décrire certaines choses. Moi, quand j'ai vu ça, forcément, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, est-ce qu'on peut le faire parler dans une autre langue ? Et donc, au lieu de lui demander de réexpliquer certains morceaux d'une vidéo ou autre, je lui ai dit de tout simplement me résumer la vidéo, mais en français, et en ne parlant uniquement qu'en français, et en essayant de ne pas avoir d'accent. Et donc, j'ai obtenu le résultat suivant, que je vais vous faire écouter tout de suite. Imaginez une guerre de 10 ans menée par l'armée révolutionnaire de Bougainville, un conflit dévastateur. Ça nous rappelle le coût humain souvent oublié derrière ces changements géopolitiques. Et ce qui rend le résultat du référendum de 2019 encore plus marquant. 88,3% des voix en faveur de l'indépendance. C'est un raz-de-marée. Un tel mandat, même s'il n'est pas juridiquement contraignant, est difficile à ignorer. La Papouasie-Nouvelle-Guinée va devoir faire preuve de sagesse pour gérer cette transition. Ce sera passionnant de voir la suite. Et donc, comme vous pouvez l'entendre, c'est plutôt pas mal. Il y a encore des petits défauts. On entend des fois certains bugs, des nombres par exemple qui ne fonctionnent pas ou autre. Mais franchement, je trouve ça hyper impressionnant. Donc voilà, vous avez vraiment plus d'excuses pour ne pas utiliser Notebook LM. Maintenant, il est disponible et on peut même générer de l'audio en français. Enfin, franchement, c'est, je trouve, un super outil. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Et en plus, outil disponible gratuitement. Donc vraiment, là pour le coup, n'hésitez pas. Et enfin, dernier outil dont je voulais vous parler, il s'appelle Hailuoai, donc plutôt compliqué à prononcer, donc je pense que c'est un espèce de jeu de mots avec Alléluia ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai forcément le lien du site en description, ce sera plus simple. Et donc ce site-là, c'est de la génération de vidéos. Et je vous laisse faire un tour, je trouve qu'il est assez impressionnant, qu'il fonctionne plutôt bien. Donc pareil, vous pouvez aller tester un petit peu, voir un petit peu ce que les utilisateurs ont généré avec ce nouveau générateur de vidéos par IA. Et voilà, de toute façon, c'est un petit peu l'avènement. Avant, on avait la génération d'images par IA, et là, en ce moment, c'est vraiment la vidéo qui est en train d'évoluer de semaine en semaine. Et, donc allez faire un petit tour et vous verrez que ce modèle est capable d'animer des images de façon assez réaliste. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc au final j'ai dit que j'allais faire un épisode court et puis vous voyez l'épisode est finalement assez long. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, peut-être qu'on aura un invité, c'est pas encore confirmé. Et d'ici là je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis ciao.